Ce pharaon a repoussé des invasions venues de toute la Méditerranée. Il a fait graver ses victoires dans la pierre pour l'éternité. Il a dirigé un empire encore puissant, mais déjà fragile. Et pourtant, malgré cette image de pharaon invincible, Ramsès III meurt violemment, assassiné dans son propre palais. Mais ce que l'histoire a révélé sur lui dépasse largement l'image d'un simple roi guerrier. Grâce au temple, aux papyrus et même à sa momie, on peut aujourd'hui reconstituer son règne comme une véritable enquête historique. Une enquête qui mêle guerre, construction monumentale, crises internes et la chute progressive du dernier grand pharaon de l'Égypte impériale. Le nom des Ramsès, une dynastie du pouvoir. Dans l'histoire de l'Égypte antique, certains noms reviennent sans cesse, et parmi eux, un en particulier marque les esprits, Ramsès. Ce n'est pas un seul pharaon, c'est une lignée. Environ 11 souverains porteront ce nom, mais 3 d'entre eux suffisent à raconter une époque entière. Ramsès signifie littéralement né de Ré, le dieu soleil. Ce n'est pas un simple nom, c'est une affirmation de pouvoir. Un pharaon qui porte ce nom n'est pas seulement un roi, il est présenté comme choisi par le soleil garant de l'ordre du monde au centre de l'équilibre cosmique, et parmi ses souverains, 3 figures dominent. Ramsès Ier, fondateur de la 19e dynastie, celui qui redonne naissance à une lignée puissante. Ramsès II, le plus célèbre, plus de 60 ans de règne, incarnation de la puissance absolue de l'Égypte. Ramsès III, dernier grand pharaon de cette dynastie et du Nouvel Empire. Mais Ramsès III ne monte pas sur le trône à l'apogée de cette puissance. Il arrive plus tard, à un moment où l'Empire est encore debout, mais déjà fragilisé. C'est pour cela qu'il est souvent considéré comme le dernier grand pharaon du Nouvel Empire. Un règne exceptionnellement documenté. Ce qui rend Ramsès III unique, ce n'est pas seulement ses batailles, c'est la quantité de sources qui parlent de lui. On possède pour son règne une documentation exceptionnelle pour l'Antiquité, le papyrus Harris, qui décrit l'administration du royaume et l'immense richesse des temples, le papyrus judiciaire de Turin, qui raconte un complot né dans son propre palais, le papyrus de la grève de Deir el-Médine, qui témoigne de la première contestation sociale connue de l'histoire. Pour une époque de plus de 3000 ans, c'est extrêmement rare. Grâce à ces textes, Ramsès III est l'un des pharaons que l'on comprend le mieux aujourd'hui. Mais cette abondance de sources révèle aussi autre chose. Un empire sous pression. Nous sommes vers 1180, avant Jésus-Christ. L'Égypte n'est pas encore en ruine, mais elle n'est plus l'empire conquérant de Ramsès II. Les frontières deviennent fragiles, les ressources diminuent, et autour du royaume, le monde s'effondre, des civilisations disparaissent, des royaumes entiers s'écroulent, et le monde méditerranéen entre dans une crise profonde. Ramsès III hérite donc d'un empire encore puissant, mais déjà fatigué. Et très vite, quelque chose change. Ce n'est pas une guerre unique, ce n'est pas une seule invasion, c'est une pression venue de plusieurs directions à la fois. Au nord d'abord, des groupes inconnus apparaissent sur les côtes. Ils arrivent par la mer, par vagues successives, inarrêtables. Ils ne ressemblent pas à une armée classique. Ce sont des familles entières, des navires remplis de populations, des peuples en mouvement. Ils ne se contentent pas de piller, ils détruisent les royaumes qu'ils traversent, et les civilisations tombent les unes après les autres. Les Égyptiens leur donneront un nom, les peuples de la mer. Et maintenant, leur route se dirige vers l'Égypte. À l'ouest, une autre pression se fait sentir. Des tribus mobiles, organisées, rapides, elles attaquent les frontières du delta du Nil par raids successifs sans jamais vraiment disparaître. Moins massives que les forces venues du nord, mais constantes, imprévisibles, épuisantes. Ramsès III se retrouve face à une situation inédite. Des menaces sur plusieurs fronts. Un monde méditerranéen en pleine décomposition et un empire égyptien qui doit défendre sa survie. L'Égypte tient encore debout, mais elle est désormais en état de siège permanent. Les grandes batailles de Ramsès III. Ramsès III ne réagit pas comme un roi pris de panique. Très vite, il comprend une chose essentielle. L'Égypte ne fait pas face à une seule guerre, mais à plusieurs crises militaires sur différents fronts et à différents moments de son règne. Alors il adopte une stratégie globale. Sur les côtes du Nord, d'abord, une menace venue de la mer commence à apparaître. Des forces étrangères arrivent par vagues successives dans le delta du Nil. Plutôt que de les affronter immédiatement à la frontière, Ramsès III prend une décision risquée. Il les laisse avancer à l'intérieur du territoire, mais ce n'est pas une erreur, c'est un piège. Au moment où les forces ennemies s'enfoncent dans le delta, l'armée égyptienne se met en mouvement. Des archers sont déjà positionnés sur les rives. Une flotte reste cachée dans les eaux du Nil. Et toute la zone est préparée pour une attaque coordonnée. Puis l'ordre est donné.
En quelques instants, la situation bascule. Les archers ouvrent le feu depuis les berges, la flotte égyptienne attaque depuis le fleuve. Les forces ennemies se retrouvent piégées entre terre et eau, incapables de manœuvrer. Les navires sont renversés, certains prennent feu, d'autres coulent sous la pression du combat, et les combattants disparaissent dans le chaos du Nil. C'est une victoire décisive pour l'Égypte. Mais cette bataille ne représente qu'un seul moment d'un règne beaucoup plus long et beaucoup plus instable. Car dans le même temps, et à d'autres moments de son règne, Ramsès III doit aussi faire face à une autre série de conflits à l'ouest. Des groupes venus des zones libyennes lancent plusieurs incursions contre les frontières égyptiennes. Ce ne sont pas des armées organisées comme celles du Nord, ce sont des coalitions tribales mobiles, rapides, adaptées aux raids et difficiles à anticiper. Ramsès III mène donc plusieurs campagnes successives contre ces attaques. Certaines sont brèves, d'autres sont violentes et prolongées. Toutes demandent une réponse militaire immédiate. Mais à chaque fois, les forces égyptiennes parviennent à repousser les envahisseurs. Au fil des années, cette accumulation de guerres forge une image nouvelle du pharaon. Ramsès III n'est plus seulement un souverain administratif. Il devient un roi de guerre, un stratège, un défenseur permanent de l'Égypte sur plusieurs fronts. Mais cette stabilité militaire a un prix, car un empire en guerre constante ne reste jamais intact très longtemps. Médinet Abou, la guerre gravée et le roi immortalisé. Ramsès III décide très tôt d'une chose essentielle. Ces victoires ne doivent pas seulement être remportées sur le champ de bataille, elles doivent aussi survivre au temps. C'est dans cette logique qu'il fait construire un immense complexe à l'ouest de Thèbes, le temple de Médinet Abou. Mais ce temple ne ressemble pas aux autres monuments de l'Égypte ancienne. Dès l'entrée, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu religieux, mais d'un espace de pouvoir, presque une forteresse. Les murs sont massifs, les accès fortement contrôlés, et l'ensemble reprend même des codes architecturaux inspirés de structures militaires étrangères. À l'intérieur, le temple est entièrement recouvert de scènes sculptées et peintes. Ce qui frappe immédiatement, c'est que ce n'est pas uniquement un récit de guerre. Oui, une grande partie des murs raconte les campagnes de Ramsès III, les batailles navales, les combats contre les envahisseurs venus de la mer, les affrontements contre les peuples libyens, les prisonniers capturés et les scènes de triomphe royal. Et ces scènes sont d'un réalisme et d'une intensité rares. On y voit des navires pris au piège, renversés dans l'eau, des combattants tombant dans le Nil, happés par le chaos de la bataille. Des archers tirent en rafale depuis les rives, pendant que les ennemis tentent de fuir ou de se relever. Sur terre, les scènes montrent des corps entremêlés, des ennemis capturés, ligotés, alignés devant le pharaon. Certains sont agenouillés, d'autres traînés par les soldats égyptiens. Et surtout, un détail frappe particulièrement. Les scribes et les soldats comptent les ennemis tués en coupant leurs mains. Parfois même, leurs parties du corps, selon les contextes. Ces membres sont ensuite empilés, présentés devant les autorités comme preuve du nombre de morts infligées à l'ennemi. Ces piles de mains coupées apparaissent clairement sur le mur, représentent une victoire comptabilisée. C'est à la fois un système administratif et un message brutal. La guerre est à maîtriser, contrôler, quantifier. Mais le temple va bien au-delà. Dans d'autres espaces, les murs et les plafonds sont décorés de scènes religieuses et symboliques, processions d'offrandes aux dieux, rituels du temple, cérémonies officielles et représentations du pharaon dans son rôle sacré, en lien direct avec les divinités. Les plafonds eux-mêmes sont richement décorés, souvent avec des motifs célestes et des scènes symboliques du cosmos égyptien, rappelant que le temple n'est pas seulement un lieu terrestre, mais une représentation de l'ordre universel. Et surtout, ces décors n'étaient pas seulement gravés, ils étaient aussi peints. Des traces de couleurs subsistent encore aujourd'hui, laissant imaginer un temple à l'origine éclatant, où les scènes sculptées prenaient vie grâce au rouge, au bleu, au jaune et au vert. Les gravures, elles, sont particulièrement profondes et précises, comme si les artisans avaient voulu ancrer ces images dans la pierre de façon définitive, pour qu'aucune génération future ne puisse les effacer ou les réinterpréter facilement. Le pharaon y apparaît souvent démesuré, représenté géant face à ses ennemis minuscules. Ce n'est pas une erreur de proportion, mais un langage symbolique. Ici, Ramsès III n'est pas seulement un homme, il incarne l'ordre face au chaos. Ainsi, Médinet Abou n'est pas seulement un temple, c'est une mémoire totale, militaire, religieuse et politique, une œuvre pensée pour traverser les siècles et maintenir la présence du pharaon bien après sa disparition. Un empire qui se fissure. Mais pendant que Ramsès III remporte des victoires à l'extérieur, à l'intérieur, quelque chose commence à se fissurer. L'Égypte semble stable en apparence. Mais en réalité, l'équilibre du pouvoir est en train de changer. Les temples,
et en particulier ceux dédiés au dieu Amon, deviennent de plus en plus riches. Le clergé accumule des terres, contrôle des ressources, gère des domaines entiers. Progressivement, il acquiert une influence qui dépasse le simple cadre religieux. C'est presque un État dans l'État. Et face à cette montée en puissance, le pouvoir du pharaon, lui, commence à s'éroder. En parallèle, la situation économique se dégrade. Les guerres ont un coût énorme. Les campagnes militaires épuisent les ressources. Certaines routes commerciales deviennent instables. Et les richesses circulent moins. L'Empire tient encore, mais il devient plus fragile. Ce qui rend cette période encore plus fascinante, c'est que tout cela ne repose pas uniquement sur des hypothèses. On en a des preuves directes, des documents écrits, conservés depuis plus de 3000 ans. Parmi eux, un texte majeur, le papyrus Harris. Ce document détaille les dons faits au temple, et ce qu'il révèle est frappant. Quantités immenses de terres, de bétail, de richesses sont offertes au clergé, à tel point que les temples deviennent des puissances économiques majeures. Ce n'est plus seulement une question de religion, c'est un déséquilibre structurel du pouvoir. Un autre document va encore plus loin, le papyrus judiciaire de Turin. Celui-ci ne parle pas d'économie, mais d'un événement beaucoup plus grave, un complot, une tentative d'assassinat au cœur même du palais royal. Mais avant d'en arriver à cette rupture, un autre signe de crise va apparaître, un signe encore plus concret et totalement inédit dans l'histoire. La première grève de l'histoire. Et puis, un événement totalement inédit se produit. Quelque chose qu'on n'attend pas dans l'Égypte des pharaons. La première grève documentée de l'histoire, elle a lieu dans un endroit bien précis, un village appelé Deir el-Medina, un village à part. Ici vivent les artisans, chargés de construire les tombes royales. Ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers hautement qualifiés, des hommes formés, respectés, essentiels au pouvoir du pharaon. Mais un jour, quelque chose se dérègle. Les livraisons de nourriture cessent, les rations n'arrivent plus. Les salaires sont retardés, puis complètement interrompus. Les jours passent, puis les semaines. Et la situation devient intenable. Alors ces hommes prennent une décision radicale, ils arrêtent de travailler, ils quittent le chantier, ils se regroupent, protestent. Certains vont même jusqu'à occuper des lieux symboliques pour se faire entendre. Leur revendication est simple, presque brutale dans sa sincérité. Nous avons faim. Et ce moment est historique, parce qu'il ne s'agit pas d'une révolte violente, mais d'une action organisée, consciente, collective. Une grève. Et surtout, tout cela est écrit. Le papyrus de la grève de Deir el-Medineh raconte précisément les événements. Le scribe Amenakht écrit leurs mots. Des mots simples, des mots directs, des mots humains. Si nous en sommes arrivés à ce point, c'est à cause de la faim et de la soif. Il n'y a plus de vêtements, ni d'onguents, ni de poissons, ni de légumes. Écrivez au Pharaon, notre bon Seigneur, à ce propos, et écrivez au vizir, notre supérieur, pour que les provisions nous soient données. Ces lignes ont plus de 3000 ans, et pourtant, elles pourraient être prononcées aujourd'hui. On y retrouve aussi, dans le papyrus, leurs plaintes, leurs déplacements, leurs discussions avec les autorités. On y voit un système qui vacille, et des hommes qui osent résister. Après plusieurs jours de tension, les autorités finissent par céder. Les rations sont rétablies, le travail reprend. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois dans l'histoire, des travailleurs ont réussi à faire plier le pouvoir. Et ce simple fait révèle une réalité profonde. Même au cœur de l'Égypte des pharaons, le système n'est plus totalement maîtrisé. Le complot du harem, le procès révélé par le papyrus de Turin. Mais pendant que le peuple se révolte, le danger se rapproche encore plus du palais. Ramsès III a plusieurs épouses, plusieurs fils, et donc plusieurs héritiers. Une épouse secondaire, Tiyi, veut placer son fils sur le trône. Alors elle organise un complot avec des serviteurs, des officiers, des proches du roi. Le but, assassiner le pharaon, et cette affaire est exceptionnelle parce qu'on possède son récit, le papyrus judiciaire de Turin, une véritable enquête d'État. Les accusés sont interrogés, certains avouent, d'autres dénoncent, même des juges sont condamnés pour corruption. Et le procès révèle aussi quelque chose de troublant. Certains juges, chargés de rendre justice, sont eux-mêmes impliqués. Ils se laissent corrompre et participent à une scène organisée par les accusés. Une fête, une orgie. Quand cela est découvert, ils sont à leur tour jugés. Le verdict est brutal. Mutilation, oreilles coupées, nez coupé. Et pour l'un d'eux, le déshonneur est tel qu'il se suicide. Même les représentants de la justice finissent par tomber. Certains conspirateurs sont exécutés, d'autres sont forcés à se suicider. Le prince Pantaour aurait été contraint de mettre fin à ses jours. Mais une question reste. Le complot a-t-il réussi pendant des siècles? On pense que Ramsès III a survécu. Jusqu'à l'étude moderne de sa momie. En 2012, des analyses par scanner médical sont réalisées. Et là,
Les scientifiques découvrent une blessure invisible à l'œil nu, une gorge tranchée jusqu'à l'os, une attaque directe, impossible à survivre. Ramsès III a été assassiné. La momie qui crie. Et une autre momie intrigue, un corps figé, la bouche ouverte, comme dans un cri. Certains pensent qu'il s'agit du prince Pantaour. Et ce corps est très différent des autres momies royales. Contrairement au rite traditionnel, ses organes n'ont pas été retirés, son corps est enveloppé dans une peau de chèvre. Dans l'Égypte ancienne, la chèvre est associée à l'impureté. C'est une marque d'humiliation, comme si on voulait le punir même après sa mort. Mais en même temps, son corps est conservé, momifié, préservé, ce qui est paradoxal. Certains chercheurs pensent alors à une hypothèse troublante. On aurait voulu le garder intact pour qu'il soit jugé dans l'au-delà, sans lui accorder les honneurs d'un prince, sans rituel complet, sans dignité. Sa bouche ouverte pourrait être le résultat d'une mort violente ou d'un empoisonnement, et peut-être qu'elle n'a jamais été refermée volontairement, comme un dernier témoignage, un corps figé entre châtiment et passage vers l'éternité. Après Ramsès III, Après la mort de Ramsès III, l'Égypte décline. Les pharaons deviennent plus faibles, les crises s'accumulent, et l'Empire ne retrouvera jamais sa grandeur. Ramsès III laisse derrière lui des monuments, des textes et une trace immense dans l'histoire. Mais son règne révèle aussi autre chose, la limite du pouvoir, même absolu. Il n'a pas pu empêcher l'affaiblissement progressif de l'État, les tensions internes et la trahison au sommet du pouvoir. Et son histoire laisse une question simple. Même un pharaon peut-il vraiment contrôler son propre empire? Et si cette histoire t'a intrigué, tu peux découvrir d'autres récits sur la chaîne, des histoires de mystères, de légendes et de secrets venus de l'Égypte antique.